Bonjour tout le monde et bienvenue à un type de communication qui est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'ici pendant les cours. Je voulais vous préparer un petit quelque chose, un petit vidéo à propos du travail final qui va revenir sur certaines choses que vous connaissez déjà, parce que j'en ai parlé en classe ou à la dernière page du recueil de texte, qui, je vous le rappelle, décrit assez bien la structure du travail. Mais je vais ajouter aussi certaines choses, puis notamment je vais vous montrer physiquement à quoi le questionnaire du travail final va ressembler. Puis je vais vous donner un exemple de questions qui pourraient être posées. C'est sûr que ça ne sera pas dans le travail, là, la question dont je vais parler, parce que je ne les donne pas d'avance. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez quand vous les lirez. Mais je vais donner un exemple, un style de question qui pourrait être donné, et je vais vous montrer un peu comment je développerai un argument moi, sur cette question-là. Donc, ça va vous donner peut-être des pistes à propos de l'argumentation. J'ajoute que là, je n'ai pas retrouvé mon micro. Donc, le son est peut-être pas parfait. J'espère que c'est clair quand même pour vous. Vous allez peut-être entendre mon chat faire du bruit, mais bon, on va s'arranger. Alors, la structure, je vous rappelle les grandes lignes que j'ai déjà répétées quelques fois. C'est un travail qui va comporter 3 sections de 2 questions chacune. Et dans chacune des sections, donc vous avez 2 questions, vous allez devoir en choisir une. OK? Donc vous allez faire ça 3 fois. 2 questions, vous en prenez une. 2 questions, vous en prenez une. 2 questions, vous en prenez une. Ce qui fait qu'en tout, vous allez me donner 3 réponses qui vont valoir 10% chacune et ça fait que le travail final vaut 30% de votre note. Les questions vont être de type argumentatif et comparatif. Autrement dit, ce n'est pas un examen traditionnel. Je ne vais pas vous demander juste de me dire qu'est-ce que Socrate ou Platon pensent de telle chose. Ça va être de prendre position, de dire je préfère l'option A et non l'option B. Je suis pour ou contre, je suis d'accord ou je suis en désaccord. Et vous allez avoir droit à vos notes et à votre recueil de texte. Donc, ce n'est pas des questions pièges. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais corriger, c'est comment vous développez votre point de vue, votre argumentation. Je vous donne un exemple, puis c'est ça, les 6 questions qui vont vous être proposées vont porter en tout sur l'ensemble des thèmes qu'on a abordés dans la session, ce qui fait que si vous vous dites, ben moi, il y a des thèmes que j'aime plus que d'autres, mettons Socrate ou la mythologie, il y a fort à parier que parmi les 6 questions, il y en a qui vont porter là-dessus. Donc, les choix que vous allez faire, ça va vous permettre peut-être d'aller chercher ce qui vous accroche, ce qui vous intéresse le plus. Le questionnaire, ça va être un questionnaire de 8 pages. Puis je vais vous résumer un peu ce qu'il y a dedans. C'est sûr que ça, c'est une version qui va être vide. Les questions ne seront pas là. Mais ça va vous donner un peu une idée de ce que vous allez recevoir. La première page, c'est juste une présentation générale du travail. Je le décris un peu, je vous dis bonne suite au cégep parce que ça va être la dernière fois qu'on va se voir cette session-ci. Et avec un espace ici pour écrire vos notes. Voilà. Sur la deuxième page, ce que je vais mettre, c'est des conseils pour l'argumentation qui vont reprendre notamment ce que j'ai dit en classe, ce qui est à la dernière page du recueil de texte, puis des choses peut-être dont je vais parler ici, dans la vidéo. Donc, vous voyez, c'est une raison de plus qui montre que ce n'est pas un examen de par cœur ou qui essaie de vous piéger. J'inclus à l'intérieur même de l'examen des conseils pour l'argumentation. Donc, autrement dit, je ne vous dis pas quoi penser, mais je vous donne une boîte à outils, des instruments avec lesquels vous allez pouvoir construire vos propres argumentations. Ensuite, donc ça, c'est les 2 premières pages. Page 3 et 4, c'est la section 1. Là, je n'ai pas mis les questions, mais vous allez avoir 2 questions. Vous dites quelles vous choisissez et vous répondez. Il y a des lignes sur une page ici, puis sur le recto aussi. Le verso, pardon. En tout, je n'ai pas compté, là, c'est peut-être 15-20 lignes. C'est la longueur approximative que je vais vous demander. Vous voyez que c'est un petit peu plus long que ce qui était dans les examens, mais il y a juste 3 questions. C'est un peu normal, puis c'est argumentatif. C'est une longueur suggérée, ce qui veut dire que je ne m'attends pas à ce que vous écriviez jusqu'à la fin de la dernière ligne. C'est possible d'en laisser quelques-unes libres, puis de dépasser de quelques lignes, mais idéalement, on ne fait pas juste la moitié ou le double. Moi, je me dis, il me semble, pour répondre à des questions comme celle-là, voici la longueur qui me paraît raisonnable, donc c'est ce que je vais vous donner. Et les autres pages, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir la section 2 avec 2 autres questions. Vous en choisissez une et vous répondez sur 2 pages.
Et pages 7 et 8, c'est la section 3. Donc, deux autres questions possibles. Vous en choisissez une, pardon, et vous y répondez. À mon avis, c'est clair que les 6 questions vont être de difficulté égale. Puis dans chaque question, je vais vous demander la même chose. C'est-à-dire, prenez position, développez 2 arguments après avoir résumé les options disponibles. Ça, je vais revenir là-dessus tantôt parce que il ne suffit pas juste d'argumenter dès le début, il faut quand même qu'on sache un peu qu'est-ce qu'on a entre les mains. C'est quoi les options qu'on a devant nous pour après ça prendre position de façon plus convaincante. Pour le choix, encore une fois, vous allez choisir 3 des 6 questions au total. C'est sûr que le premier critère, ça pourrait être l'intérêt que vous éprouvez pour différents thèmes. Je le disais tantôt, si vous vous dites, par exemple, moi, la mythologie, j'aime ça, ou Aristote, je ne suis pas sûr, ben, ça va pouvoir vous aider à choisir. Mais en même temps, je vous dirais, il y a un deuxième critère qu'il ne faut pas négliger, c'est de se demander, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez un point de vue? Parce qu'il y a des choses qu'on aime dans la vie sur lesquelles on n'a pas grand-chose à dire. Je ne sais pas moi, des loisirs ou des choses comme ça. C'est beau de dire, ah, ça m'intéresse, mais là, quand vous allez argumenter, il ne faut pas juste que ça vous intéresse. Il faut que vous ayez un point de vue sur ces choses-là. Donc, moi, je vous dirais que c'est les 2 critères importants. Premièrement, l'intérêt, mais en même temps, se demander, bon, ça m'intéresse, mais est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus? Si oui, tant mieux, puis c'est bon. Puis ce que je vais vous demander aussi, pour peu importe quelle question vous choisissez, comme je le disais tantôt, je ne m'attends pas à ce que vous entriez tout de suite dans l'argumentation. Il faut commencer par résumer un peu les options pour qu'on sache à quoi on a affaire. Puis après ça, quand vous argumentez, vous n'êtes pas obligé de résumer encore une fois les options, vous l'aurez déjà fait. Je vais vous donner un exemple d'une question que j'aurais pu poser dans le travail, mais que je ne poserai pas. OK, attendez-vous pas à la voir dans le travail, ça ne sera pas là. Mais c'est une question qui va avoir un peu le même format que ce que vous allez avoir, puis qui porte aussi sur la matière qu'on a vue, donc c'est doublement pertinent. Supposons que j'aurais posé la question, parmi les mythes de Platon qu'on a vus en classe, surtout le mythe de l'anneau et le mythe de l'Atlantide, lequel de ces 2 mythes vous préférez et pourquoi? Là, je vous dirais, bon, après avoir résumé un peu ces mythes-là, dites-moi lequel vous préférez à l'aide de 2 bons arguments. Ce qu'il faut faire pour répondre à une question comme ça, puis ça va être la même chose pour celle que vous allez retrouver dans le travail, je le disais tantôt, c'est de commencer par résumer les options disponibles. Donc, ce que j'aimerais, c'est un bref résumé des 2 mythes. Des 2. Peu importe lequel vous choisissez, c'est bon de savoir c'est quoi. C'est quoi les 2 options. Donc, je m'attendrais à ce que vous me résumiez le mythe de l'anneau, avec le berger qui trouve le cadavre, le soldat avec un anneau au doigt, il se rend compte qu'il devient visible, et devenant invisible, il commence à poser certains actes, etc., jusqu'à temps qu'il devienne roi. L'Atlantide, on a vu que c'est une civilisation riche, pleine de ressources, etc., que Poséidon reçoit. D'abord, c'est sa famille qui peuple l'île de l'Atlantide, qui part en guerre contre Athènes du jour au lendemain et qui est englouti. On a vu que c'est comme un avertissement éthique qui est derrière ça. Donc, on commence en un paragraphe en décrivant ces 2 options-là. Ensuite, on prend position et on développe 2 arguments en faveur de notre point de vue. Moi, j'aimerais que vos 2 arguments soient en faveur du même point de vue. Autrement dit, pas un d'un côté, un de l'autre, puis à la fin, là, on ne sait plus trop qu'est-ce que vous prenez comme point de vue. Choisissez un des 2. Donc là, mettons que moi, je me dis, c'est le mythe de l'anneau que je préfère. Là, il faut que j'argumente. Un argument, c'est pas juste de dire j'aime mieux ça parce que c'est plus fun, c'est plus beau. Non, un argument, ça se développe. Ça s'appuie aussi avec certains aspects. Mettons que moi je dis je préfère le mythe de l'anneau. Puis je décide dans mon argument, mon premier argument, de montrer comment ce mythe-là est pertinent pour notre époque. Puis je développe un peu mes exemples à partir de là. Donc, mon argument commencerait en disant je préfère le mythe de l'anneau parce que j'estime qu'il y a plus d'applications possibles de ce mythe-là à notre réalité, à notre époque. Par exemple, étant donné qu'on parle d'invisibilité dans ce mythe, ben, c'est lié aussi au fait d'être vu ou de ne pas être vu. On en a parlé en classe. Puis, à notre époque, les caméras de surveillance jouent un peu ce rôle-là. On installe des caméras des fois parce qu'on se dit, si les gens sont vus, ils n'agiront pas comme s'ils n'étaient pas vus. Puis ça, on peut dire que c'est une application tout à fait directe du mythe.
Donc, là, ce que je fais dans cet argument-là, non seulement je parle de ma préférence, je lui trouve un thème, c'est-à-dire la pertinence pour notre époque, mais je trouve aussi des exemples. J'applique à notre réalité en disant, bon, les caméras de surveillance ont un peu le même effet. Parfois on est vu, parfois on n'est pas vu. Et ces caméras-là ont un impact sur les gens qui sont affectés par ça. C'est exactement ce qui est raconté dans le mythe. C'est comme si celui qui porte l'anneau subitement n'était plus surveillé par personne. Ben là, il va faire ce qu'il veut. Un peu comme un voleur qui entre dans un magasin et qui ne trouve pas de surveillance va faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est un exemple. Ce serait un exemple de mythe. Je pourrais, par exemple, dire, non, moi, c'est le mythe de l'Atlantide que je préfère parce que c'est un mythe qui a eu un impact plus grand sur la culture populaire ou sur la culture. Il a été adapté au cinéma, il a été adapté en bande dessinée, en dessin animé, dans la littérature. Je pourrais donner des exemples de ça. Donc, vous voyez que le but d'un argument, c'est de prendre position. Donc, dire, je préfère A ou B, je suis pour ou contre, je suis d'accord ou non. On le développe un petit peu. Tu sais, je dis, le mythe de l'anneau, je pense qu'il est plus pertinent. Pourquoi? Parce que le thème de la surveillance est important. Et je vais appuyer mon argument, dans ce cas-ci, avec des exemples. Puis, tu sais, dans ce cas-là, c'est des exemples, mais ce qui peut appuyer mon argument, ça aurait pu être des citations aussi. Tu sais, si vous prenez Platon ou Aristote, qu'il y a des textes de Platon et d'Aristote dans le recueil qui sont liés à votre argument, ça peut être bien d'appuyer en allant citer un passage intéressant du recueil. Ça, vous avez tout à fait le droit. Puis moi, je vous dirais que, tu sais, quand vous décrivez les options, comme quand dans ce cas-ci, on résume les deux mythes, c'est sûr que le contenu du cours risque d'être utile. Euh, c'est pour ça que ça doit être un travail argumentatif. Je ne vous dis pas sortez complètement du cours. C'est à peu près impossible parce que tous les thèmes qu'on a abordés se retrouvent dans le travail. Mais je m'attends quand même à ce que vous en sortiez aussi un petit peu de notre cours. Si vous parlez des mythes ou de Platon, de Socrate, pas juste reprendre les arguments que moi j'ai employés ou qu'on a vus en classe. J'aimerais ça quand même, en vous corrigeant, de voir que vous y mettiez un petit peu du vôtre. Ça n'a pas besoin d'être toujours des anecdotes personnelles. Ça peut être juste dans les exemples que vous choisissez, dans les citations que vous prenez, dans l'argument que vous développez. Il faut que ce soit un petit peu plus que ce qu'on a vu. Parce que, je vous le rappelle, ce n'est pas un examen traditionnel où on ne fait que dire ce qui a déjà été dit. Mais c'est sûr que, dans mes critères d'évaluation, oui, je vais voir, est-ce que vous avez bien utilisé le contenu du cours? Est-ce que vous l'avez bien exploité? Est-ce que vous avez parlé de ce qu'il fallait parler, mais est-ce que aussi vous avez laissé de côté ce qu'il fallait laisser de côté? Okay? Parce que les questions que je vais vous poser souvent vont porter sur des trucs assez précis. Ça ne serait pas juste de dire, bon, qui de Platon ou d'Aristote vous préférez dans l'absolu? Non, je poserai des questions liées à certains aspects de leur pensée. Donc, quand vous me faites vos réponses, il faut faire un tri. Il ne faut pas parler de n'importe quoi. Il faut parler seulement de ce qui est pertinent pour votre réponse. La chose que j'ajouterais aussi, c'est que ce qui est corrigé, ça j'en ai parlé en début de session, c'est pas votre point de vue comme tel. C'est-à-dire, êtes-vous pour ou contre, est-ce que vous aimez ou non Socrate? Ça ne me dérange pas ça. C'est pas ça qui est évalué. Il faut qu'il y ait un point de vue, mais que vous soyez pour ou contre, vous pouvez avoir la même note et avoir des points de vue opposés. C'est tout à fait possible. Moi, c'est l'argumentation. Comment, premièrement, c'est sûr, la compréhension des thèmes aussi. C'est beau d'être contre quelque chose, mais il faut avoir compris cette chose-là. Si vous dites je suis contre Platon là-dessus, il faut qu'on sente que vous avez bien compris Platon, parce que sinon, votre argument ne sera pas aussi fort. Donc, c'est pas d'être pour ou contre, là, vous n'avez pas à vous demander qu'est-ce que le prof pense, qu'est-ce que le prof veut comme point de vue. Moi, ça ne me dérange absolument pas que vous critiquiez un tel ou une telle, ça ne me dérange pas, mais il faut le faire de façon structurée, convaincante, en évitant notamment des sophismes. Ça, je vais le mettre à la page 2 de votre travail. Par exemple, la caricature, déformer le point de vue de l'adversaire pour mieux l'attaquer, généralisation hâtive, c'est-à-dire tout mettre dans le même panier quand il y a des nuances à apporter. Ça, il ne faut pas faire ces raccourcis-là dans vos arguments parce que ce n'est pas convaincant. Il faut que quelqu'un qui lit votre argument puisse dire « ça fait du sens. Je ne suis peut-être pas d'accord avec, mais ça se tient. » Okay? Donc, pour finir ce petit parcours-là, moi, je ne suis pas inquiet. J'ai confiance que vous allez bien vous en sortir. J'ai même hâte de voir comment vous allez répondre aux questions parce que je vais être surpris. Le but, c'est pas juste de lire mon point de vue dans votre travail. Au contraire, c'est
d'apprendre de vous.